La longue bataille entre humains et démons était connue sous le nom de la Grande Guerre contre le royaume démoniaque, où les deux espèces ont combattu pour leur survie. La guerre se conclua sur une victoire de l'humanité grâce aux exploits d'un héros nommé Artorius, lequel terrassa Balier, le roi démon. La paix était enfin revenue au royaume des humains après la mort du roi. L'Empire a dû faire de nombreux efforts pour trouver former la prochaine génération de héros. C'est ainsi qu'ils ont établi un institut spécialisé pour l'entraînement de ceux qui naquirent avec un don. L'Institut d'éducation spécialisée, le Temple. Les élèves les plus talentueux étaient envoyés à la classe royale. C'est ici que l'on trouve Ludwig, le plus lent de sa promotion, lequel jouit d'un cœur passionné et d'un sens aiguisé de la justice. Il s'agit d'un nouveau roman pour adolescents. Le roi démon est mort. Les commentaires étaient sans équivoque. C'est de la merde. Tantôt l'écrivain est invité à se trouver un nouveau job, tantôt les critiques sont plus construites. Mais ultimement, le consensus n'est autre que l'œuvre est des plus médiocres. L'auteur trouvait ses remarques désobligeantes. Avait-il déjà écrit un roman lui-même? Et puis qu'importe, lui a trouvé cette lecture vraiment fun. Son esprit avait été accueilli par la faucheuse Kim du bureau des âmes de l'enfer. Qu'il passe en revue ses documents de sorte à confirmer son décès. Il ne pouvait croire qu'il était mort d'un arrêt cardiaque en lisant des commentaires sur son travail. La faucheuse en avait assez de répondre à ses questions. Était-il vraiment mort? Qu'il regarde à côté de lui. À vrai dire, il ne voulait simplement pas y croire. Son corps sans vie gisait à côté de lui, et dire que ça serait son dernier souvenir. Quelle mort pathétique. Il semble qu'il commence à comprendre. Dans ce cas, qu'il prenne sa décision, elle n'a pas que ça à faire. Notre héros n'a toujours pas surmonté le choc de sa mort prématurée. Et pourtant, il est forcé de prendre une décision des plus ridicules. D'après la faucheuse, une fois morts, les hommes doivent expier leurs péchés sur terre de sorte à entrer au paradis. Il faisait face à tous les péchés de sa vie. Premièrement, n'avoir jamais terminé une histoire. Deuxièmement, avoir écrit des retournements de situation invraisemblables. Il était écrivain. Sa vie, il l'a passé à écrire des romans en ligne. Il n'est peut-être jamais devenu populaire, mais il n'était pas complètement inconnu au bataillon non plus. Il était juste suffisamment populaire pour avoir un petit peu de trafic. De sorte, il prenait bien trop souvent des pauses, forcées ou non. La plupart étaient le fruit de la déception qu'il ressentait après la lecture de critiques négatives. Mais le problème auquel il fait face n'est autre que le processus d'expiation des péchés personnalisé pour chaque individu. Mais notre protagoniste demande à la faucheuse en quoi ces deux choses pouvaient être considérées comme des péchés. Il sait bien que ce qu'il a fait n'était pas la bonne chose, mais quand même, elle lui confie que ses actions n'ont jamais réellement blessé quiconque. Mais nombre de personnes ont été affectées, de sorte ça contribue à l'importance de ces péchés. C'est ainsi qu'un romancier irresponsable fut chargé d'expier ses péchés. Pour cela, il n'avait qu'à choisir un de ses romans dans lequel il serait réincarné comme l'un des personnages, et ce au hasard. Après cela, sa mission serait de survivre et d'atteindre la fin du roman. Quelle prémisse bien trop cliché! Mais la faucheuse lui confie que certaines personnes sont envoyées directement en enfer. Au fond, ça n'est sûrement pas si mal que ça. Et puis, comme il est l'auteur, il doit connaître l'histoire par cœur. Ça devrait presque sonner comme une récompense plus qu'une punition. Mais le romancier la contredit. Tout cela dépend du type de roman dont il s'agira, de tout ce qu'il a pu écrire. Très peu connaissent ce que l'on peut appeler une fin heureuse. Le premier roman s'appelait La Cité de la Mort. Il s'agissait d'une apocalypse de zombies. S'il est réincarné dedans, il est prêt à parier qu'il sera dévoré par les zombies dès le premier jour. La deuxième, intitulée Survivre dans un monde post-apocalyptique. Il finirait soit tué en un instant, ou alors il aurait la chance de mourir de faim. La troisième, Le Chasseur devient manager. C'est de la fantaisie moderne, mais il y a de fortes chances qu'il finisse comme l'un des personnages secondaires inutiles, lequel ne servirait que de repas aux monstres. Continuons dans la tragédie. Le quatrième, Fermier dans un monde devenu un jeu. Le scénario ne se développe qu'en éradiquant 90% de l'humanité. Il n'a aucune chance de faire partie des 10% restants. Non, c'est sûr, il n'a aucune chance de survivre. Dans ce cas, il n'a plus qu'un seul choix possible. La cinquième, Le Roi démon est mort. Il s'agit là d'une œuvre tranche de vie des plus normales qui se déroule dans une école au cœur d'un monde de fantaisie. C'était la première fois qu'il écrivait quelque chose d'un peu plus joyeux. Il faut dire que sa consommation de Xanax n'allait pas en s'arrangeant à force d'écrire autant d'histoires tragiques. Il semblerait que ce soit le meilleur choix qu'il puisse faire. Cela dit, il est mort à cause de ce roman. Mais enfin, la plupart de l'histoire tourne autour de s'amuser à l'école après que la guerre soit terminée. L'antagoniste meurt dans les premières pages. Il n'est mentionné que très rarement au cours de l'histoire. Il n'y a pas de place au doute, c'est sa meilleure option. Sa vie sera relativement simple du moment qu'il devient l'un des étudiants de l'académie. En y repensant, comment a-t-il flingué la fin de l'histoire déjà? Quelque chose arrive, mais il ne peut se rappeler précisément quoi. La faucheuse interrompt sa longue réflexion. S'il continue de lui faire perdre son temps, elle va choisir pour lui. À son avis, la Cité de la Mort sonne plus
plutôt « Le roi démon est mort !» C'est ce roman qu'il choisit. Eh bien, il lui donnera ce qu'il souhaite. Bon courage. Ce furent ses derniers mots. D'un claquement de main, notre héros s'était retrouvé propulsé dans l'univers de son roman. Face au miroir, il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Qu'est-ce que cet endroit luxueux? Et pourquoi a-t-il des cornes sur sa tête? Et qu'est-ce que c'est que ces habits? Vient-il réellement d'être transporté dans le bon roman? C'est qu'elle ne lui a pas expliqué grand-chose. Une fenêtre venait de s'allumer à côté de notre héros. Encore un cliché. Sur celle-ci, il pouvait voir quel personnage il incarne. Ballier Junior, espèce, arc-démon. En dehors de ça, ses statistiques sont plutôt médiocres. Mais son nom résonnait avec lui. Arc-démon, Ballier Junior. Mais plus important encore, il est un roi démon de bas niveau. Comment peut-il avoir été réincarné en tant que roi démon dans un roman qui s'appelle Le roi démon est mort? Quel genre de blague de merde est-ce là? Non. Non, 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 non. Le moment n'est pas venu de penser à ça. Le personnage dans lequel il a été réincarné, ça ne peut pas être. Un sifflement avait résonné. Qu'est-ce que ce bruit? Une formidable explosion avait démoli toute une aile du château et avait propulsé notre héros plusieurs mètres en arrière. Surpris par l'explosion, son attention est attirée par la fenêtre de statue qui affiche désormais le déroulement de l'histoire. Il est au prologue, la chute de l'empire démoniaque. Les forces du roi démon ont été vaincues et il est trop faible pour aider. Son objectif n'est autre que de fuir le château. Il gagnera 100 points de succès s'il réussit. La fenêtre disparut alors qu'un corps d'orque mort venait de transpercer le plafond. En dehors du bureau gisaient nombre de monstres ayant été vaincus par les forces de l'humanité. En résumé, il a obtenu ce qu'il voulait. Il a été envoyé dans l'univers de son roman. Et voici le résultat d'un choix au hasard. Le royaume démoniaque s'effondre de toutes parts. Et il a été réincarné comme personnage n'ayant peu, voire aucune importance. Il est supposé être le fils de 17 ans du roi démon, lequel ne dispose d'aucun talent particulier. Il meurt au cours du prologue et son nom n'est jamais répété après dans l'histoire. Putain, mais quel genre de malchance est-ce là? Le château s'effondrait véritablement. Notre protagoniste prenait la fuite comme il pouvait. Tout ça, c'est de la faute de la connasse de faucheuse. Une récompense parce qu'il connaît toute l'histoire, mais de tous les personnages. Pourquoi devait-il se taper le fils du roi démon? Il n'y a qu'une seule raison qui fait que le château de ce dernier soit bombardé. Et il s'agit là de la dernière bataille entre le malin et le guerrier. Une scène quelconque du prologue du roman. Les deux antagonistes s'entretuent à la fin du combat. Et la guerre se termine sur une victoire humaine. Ayant été réincarné en tant que Ballier Junior, le fils du roi démon, il se fera exécuter dès qu'il sera découvert. Enfin, s'il survit jusque-là, il doit réfléchir calmement. Comment survivre? Si l'on se fie à la fenêtre de statue, laquelle n'arrête pas de lui briser les burnes à chaque pas qu'il fait, ses statistiques actuelles sont absolument ridicules. Pourquoi ne pouvait-il pas être le boss final, le roi démon lui-même? Il aurait pu fuir ou bien négocier. Mais là, il n'est ni plus ni moins qu'un personnage secondaire glorifié. Il n'a aucun talent lui permettant de l'aider à s'échapper ou bien survivre. Le seul lot de consolation qu'il a, c'est la compréhension de la langue du monde qu'il a créé. Pour ce qui est du reste, il peut royalement aller se faire foutre. C'est vers la réserve qu'il s'était dirigé avec espoir de trouver quelque chose d'utile là-bas. Il avait placé tous ses espoirs en ce lieu, mais celui-ci était rempli de bordel inutile. Pas étonnant que l'Empire leur ait collé une branlée. Au fond du coffre qu'il fouillait, il trouva un livre rempli de parchemins. N'importe qui dans ce monde peut utiliser les 10 parchemins, et ce même s'il ne maîtrise aucune magie. Plus qu'à prier de trouver quelque chose utile là-dedans. Il doit bien y avoir un sort pour le sortir d'ici. Bingo! Un sort de téléportation, lequel pourra l'amener à l'endroit qu'il souhaite. Il n'a pas de temps à perdre, à ce rythme, il va finir enterré vivant. C'est parti! Téléportation! Notre héros ne comprenait pas pourquoi rien ne se passait. Même un caillou moqueur ne pouvait le sortir de la surprise que la fenêtre de statue entraîna chez lui. Le sort venait d'être neutralisé par une barrière anti-téléportation. Il est foutu! Il a même plus le temps d'aller regarder ailleurs. Peut-être devrait-il supplier qu'on l'épargne. Ayant jeté le livre à terre, une page s'était tournée. Un sort de camouflage? Il s'était déguisé comme il pouvait et venait de prendre l'apparence d'un prisonnier humain quelconque. C'est sa dernière chance. Mais il doute que ce plan va réellement fonctionner. Son idée est simple, se cacher parmi les prisonniers, lesquels seront libérés par les forces humaines. Et dès qu'ils ont le dos tourné, il se casse discretos. Être secouru incognito par les forces impériales, c'est sa dernière chance. Il venait de pénétrer en la prison du château, laquelle était excessivement silencieuse. Il se demandait s'il était venu au mauvais endroit. Il y avait une terrible senteur en ces lieux. C'était la putride fragrance du sang. Il avait marché sur
blessure. Une main? Il en tomba de peur. Une main humaine? Est-ce là? Du sang? Partout? Mais qu'est-ce qui avait bien pu se passer ici? Tous les prisonniers, ils étaient tous morts. Pourtant, il n'avait jamais écrit quelque chose de la sorte dans son roman. C'est supposé être une comédie romantique. Que devrait-il faire? Quitter les lieux? Mais pour aller où? Des sanglots l'avaient extirpé de sa terreur. Au fond d'une cage se trouvait un survivant. Il se dirigea vers la jeune fille et lui demanda si elle allait bien. Mais tout ce qu'il vit était des pleurs sur le cadavre de ce qu'on le devinait être un proche. Celle-ci était terrifiée à la vue d'une autre personne. Il s'excusa de lui avoir fait peur et lui confia qu'il avait été capturé comme elle. Il insiste en lui demandant si elle va bien. Celle-ci acquiesça de la tête. C'est un soulagement pour notre héros. Il avait remarqué le cadavre sur lequel la fille s'apitoyait. Il essaie tant bien que mal de la réconforter en lui disant que l'on viendra bientôt les secourir. Si ça ne la dérange pas, peut-il rester ici avec elle? La fille n'avait 10 mots. Elle lui paraissait méfiante. Il lui confie ainsi qu'il essaie juste de cacher sa peur et qu'il n'en peut plus de rester seul. Qui plus est, ils sont toujours prisonniers du château du roi démon. Il s'imaginait ainsi qu'il serait plus en sécurité à deux. La jeune fille le regardait tristement avant de lentement sombrer en larmes. Il lui demanda s'il avait été trop insistant. Si c'est le cas, il s'en excuse. Mais la jeune fille lui dit que ça n'est rien, qu'il reste avec elle. Cette situation est des plus étranges. La jeune fille lui confie qu'il a l'air excessivement calme. Notre héros en est surpris. Il lui dit qu'il essaie tant bien que mal de cacher ses émotions. Cela dit, il est vraiment terrorisé. Si son plan foire et qu'il se fait capturer, il l'a profondément dans le baba. Mais il n'a pas d'autre choix que de tenter sa chance ici. S'étirant doucement, il sentit quelque chose sous son manteau. C'était un paquet de biscuits, lequel il avait gardé sur lui au cas où. Il n'a pas réellement faim, mais... Oui, c'est la bonne décision. Il interpella la jeune fille et lui dit qu'il avait ramassé ça plus tôt. Souhaiterait-elle les manger avec lui? La jeune fille était surprise. Elle le remercie tendrement. Il s'imaginait qu'elle mourrait de faim, alors l'avoir mangé si lentement est une vraie surprise. Peut-être n'apprécie-t-elle tout simplement pas ce genre de nourriture? Essayant de se montrer rassurant, il lui confie qu'il est persuadé que les forces impériales viendront bientôt à leur rescousse. C'est à ce moment même que des cris résonnèrent. Il était l'heure pour Balier Junior de voir si son plan était une réussite ou non. Les pas se faisaient de plus en plus proches. Face à lui et la jeune fille se dressait entre les soldats un homme aux vêtements distingués. Enfin, il l'avait enfin trouvé. Notre héros se demandait pourquoi il agissait de la sorte. Il a l'air bien trop émotionnel pour quelqu'un qui a juste retrouvé 2 prisonniers. Il y a quelque chose qui cloche. Votre Altesse, c'est la mort qu'il mérite pour avoir pris si longtemps pour la secourir. Notre protagoniste se retourna de surprise. Venait-il réellement de dire « Votre Altesse ?» Face à lui se tenait la première princesse de l'Empire de Gradias, Charlotte de Gradias. Le prologue était terminé. Le drapeau de l'Empire battait en chœur avec le vent. La base impériale. Au cœur de la tente principale, il se trouvait avec la princesse. Mais cette situation est des plus... Eh bien... Non, il est foutu. Par quel genre de concours de circonstances foireux a-t-il été secouru avec la princesse, laquelle est sauvée par un seigneur de la noblesse alors qu'il est en réalité un démon lequel se cache à l'aide d'un sort de camouflage des plus médiocres? Si le mage de l'armée insiste pour leur jeter un sort de dissipation de magie, croyant que le roi démon aurait pu les maudire, il est niqué. Mais le pire, c'est que la princesse avait insisté pour qu'on le soigne avant elle. Tout ça parce qu'il l'a aidé. Voilà comment la princesse essaye de venir en son aide. Mais il y a encore un autre problème. C'est que la fille qui se tient devant lui, Charlotte de Gradias, elle n'est jamais apparue dans son roman. C'est simple, il ne l'a jamais écrite. Son chevalier s'excusa de la qualité du repas. Mais d'un sourire candide, la princesse lui répond qu'elle apprécie ses efforts et son chaleureux accueil. Poliment, le chevalier la remercie de sa compréhension. Ils l'escorteront dès qu'ils pourront en direction du palais impérial. Et ils n'attendent que le retour du duc Salérion. Pour l'heure, elle se sent en sécurité. Elle remercie ainsi le chevalier chaleureusement. Mais également notre protagoniste. Elle a réellement apprécié ce qu'il a fait dans la cellule. Curieux, se demandant ce qu'il a pu faire, valant de tels compliments, il lui exprime son interrogation. Elle lui dit simplement que ce qu'il a fait était suffisant pour lui être d'une grande aide. La voix tremblante, il en était ravi. En guise de remerciement, elle fera en sorte qu'il puisse retourner en paix dans son village d'origine. Elle lui demande ainsi d'où il vient. Elle avait activé sa carte piège. Qu'est-ce que Yugi pourrait répondre à ça? Un village d'origine? Il était même pas au courant qu'il y avait des villages dans ce monde. Et quand bien même, comment se rappellerait-il de détails aussi peu importants? En plus, il avait l'impression d'être épié. Le chevalier le regardait d'un air mortifère.
Eh bien, autant se la jouer full impro. Il confie à la princesse qu'il ne se rappelle de rien. Celle-ci, les larmes aux yeux, lui demanda comment ceci avait pu arriver. Mais notre héros se demandait comment la princesse pouvait être assez stupide pour croire en son jeu d'acteur aussi nul. Il a dû traverser tellement de souffrances pour en perdre la mémoire. Il jouissait enfin d'un peu de chance. La princesse est douce, pure et naïve. Mais qu'il ne s'inquiète pas. Elle jure sur son nom qu'elle l'aidera jusqu'à ce que sa mémoire lui revienne. S'inclinant dans une gêne des plus palpables, il remercia dûment la princesse. Mais son chevalier lui dit qu'elle ne devrait pas faire de telles promesses. C'est trop tard. Elle ne peut revenir sur ses mots, sans quoi ça ferait d'elle une menteuse. Notre héros est certes heureux d'entendre des mots si réconfortants, mais jamais elle ne pourra tenir sa promesse, parce qu'elle sera assassinée. Après tout, il n'a jamais rien écrit à propos des cellules de prison du château du roi démon. De sorte, quelque chose a dû remplir automatiquement les trous qu'il a laissés dans son histoire, et ce sans qu'il en ait conscience. Cela a dû être fait de sorte à faire de cet univers un monde logique. La princesse n'est pas sa création. De sorte, il n'a aucune idée quant au futur auquel elle peut faire face. Mais si l'existence de la princesse est l'une de ses histoires secondaires, Vertus, le prince impérial qu'il a créé, ne la laissera jamais survivre, sans quoi il prendrait le risque de perdre le trône qui lui est promis. Cette naïve princesse n'a probablement aucune idée du type de destin qui l'attend. Et quand bien même il est toujours trop faible et il ne peut rien faire à ce propos. Peut-être pourrait-il se réfugier en sécurité si la princesse meurt. Ses pensées le dégoûtaient. Comment pourrait-il être aussi égoïste face à une personne qui souhaite tant l'aider? Qui plus est quand sa vie est en jeu. D'une manière ou d'une autre, il doit lui dire qu'elle est en danger. S'il peut gagner sa confiance, elle pourra le soutenir si quelque chose d'imprévu survient. Poussant un délicat soupir, il semblerait qu'elle ait mangé plus qu'elle n'aurait dû. Elle se sent toute ballonnée. Est-ce que son chevalier pourrait appeler le docteur pour elle? Mais celui-ci lui rétorque qu'il est censé assurer sa protection. Mais puisque le roi démon est mort, y a-t-il une raison pour laquelle elle serait en danger? Non, aucune. Dans ce cas, le docteur sera là d'un instant à l'autre. Une fois partie, la princesse arbora une expression froide. Elle se retourna vers notre héros et lui dit qu'elle lui devait des excuses. Celui-ci ne comprenait ce qu'il se passait. Elle a une aura différente. Elle s'excuse solennellement. Il y a de fortes chances qu'il meure à cause d'elle. Il ne pouvait croire ce qu'il se passait. C'est comme si elle était devenue une personne totalement différente. Elle ne peut lui expliquer tous les détails et intrigues autour de la famille impériale. Mais si les choses restent comme elles sont, elle sera probablement assassinée bientôt par son demi-frère, Vertus. Il y a même de fortes chances que la plupart des soldats de ce camp appartiennent à l'ennemi. Et s'il la garde confinée ici, cela veut dire que ni elle ni personne étant sorti du château du roi démon avec ne survivra. En y repensant, quand ils ont été secourus, ils leur ont fait porter ces épaisses robes. Il est fort probable que personne n'ait réalisé qu'ils sont des survivants du château du roi démon. Les soldats doivent très sûrement attendre de recevoir des ordres pour savoir comment gérer son cas. Il est plus que probable qu'ils se débarrassent d'elle ici même, en expliquant qu'ils l'ont retrouvée morte au château du roi démon. S'ils la tuent, ils ne laisseront pas partir notre héros non plus. Il n'y a aucune chance qu'ils laissent des témoins. Le déguisé Balier lui demande s'ils ne peuvent demander à des chevaliers de les aider. Aucun intérêt. Elle ne pense pas pouvoir croire la moindre personne ici. Alors comme ça, même le chevalier de tout à l'heure est un ennemi. Ils l'ont bien profond jusqu'à l'œil. Mais qu'il ne s'inquiète pas, elle a juré sur son nom il y a un instant. Elle l'aidera à faire revenir sa mémoire alors qu'il l'écoute attentivement. Ils vont s'enfuir d'ici. Elle essaiera de les distraire, mais ils n'ont guère longtemps pour mener à bien leur opération. Qu'ils n'oublient pas que s'ils ratent, ça leur coûtera la vie. Pénétrant discrètement au cœur d'une tente, il fulminait. Comment avait-elle pu lui demander d'accomplir quelque chose d'aussi difficile? Quelques instants plus tôt, toujours au cœur de la tente principale, elle confirma à son hôte qu'il n'y avait qu'un seul moyen pour eux d'arriver à s'en sortir vivants d'ici. Sir William Francis. Ils ont besoin de le ramener ici au plus vite. Balier Junior lui demanda de qui il pouvait bien s'agir. Se rappelait-il du chevalier qui les avait sauvés du château? Ouais, le chevalier flippant. Ni plus ni moins. Il est l'une des rares figures un corps neutre, laquelle est réellement dévouée à la famille impériale. Mais est-il réellement un homme de confiance? S'il ne l'était pas, il les aurait massacrés dans le donjon du château. En revanche, il les a sauvés. Cela fait de lui un loyal chevalier. Eh bien, du moment qu'il y a quelqu'un qui soutient Charlotte, il a peut-être une chance de survivre. Dans ce cas, il compte bien faire comme elle lui a dit. Elle est ravie qu'il lui fasse confiance. Dans ce cas, n'est-il pas l'heure
l'heure pour eux de s'extirper de leur chaîne. Mais comment? Ah, mais le plan est excessivement simple. Primo, elle servira de leurre. Mais notre héros lui dit que c'est trop risqué pour elle. C'est peut-être le cas en effet. Mais du moment que les chevaliers n'ont pas reçu d'ordre, leur plan devrait fonctionner. Enfin qu'ils se dépêchent pour la deuxième partie du plan. Ils n'ont plus beaucoup de temps devant eux. Ils sentaient la jeune princesse Charlotte tremblante. Ils n'ont plus le choix. La princesse était sortie de la tente à la grande surprise des chevaliers. L'un de ces derniers lui dit que cet endroit est encore trop dangereux. Mais celle-ci souhaiterait inspecter les installations. Le chevalier est gêné, il ne peut la laisser faire ça. Pourtant, elle n'est autre que la princesse impériale. Si elle désire inspecter la base, de quel droit l'en empêche-t-il? Celle-ci jouait de toute son autorité pendant que notre héros s'extirpait discrètement. Il devait désormais trouver le fameux chevalier. Mais il fut interrompu dans sa recherche. Qui est-il? Arborant une attitude des plus calmes, notre protagoniste rétorque qu'il était à la recherche de Sir William Francis. Le chevalier lui répond que Sir William est parti en direction du château des Rois Démons à l'instant même. Pourquoi avait-il besoin de lui? Mais notre héros dévie la conversation. Pourquoi est-il retourné au château? À vrai dire, cela change l'entièreté de leur plan. Mais le chevalier répond que Sir Lance avait reçu une demande du quartier général d'envoyer Sir William au château pour exterminer les forces restantes. Le plan que la princesse lui avait décrit, celui qui aurait amené à leur exécution combinée, se déroulait sous ses yeux. Ce malicieux chevalier avait-il deviné que la princesse essaierait de s'enfuir de la sorte? Dans ce cas, il n'a plus le choix. Le chevalier insiste. Pourquoi voulait-il voir Sir William? Il peut transmettre son message si ça n'est rien de confidentiel. Notre héros s'exclame. C'est une urgence! Sir William est en danger! Il n'a plus rien à perdre! Il s'attendait à ce que le chevalier parte de ce pas à sa rescousse. Mais à la place, il lui demande de s'expliquer. À vrai dire, il se doutait que le chevalier serait déjà suspicieux. Dévoilant son plan le plus foireux, il expliqua au chevalier que quelqu'un essaye de s'en prendre à Sir William. Ce n'est qu'un bruit de couloir qu'il a entendu, mais il devrait le rapatrier ici au plus vite. Et ce, autant pour sa sécurité que pour celle de la princesse. Il n'a peut-être aucune raison de croire un inconnu comme lui, mais... Le chevalier l'interrompit. Il le croit. Ballier Junior est sidéré. D'un air pur, le chevalier aux cheveux rouges lui confia que s'il ne sait peut-être pas qui il est, il le croit. Notre héros le questionne. C'est peut-être stupide de demander, mais... Quelle raison le pousse à le croire alors qu'il n'en a aucune? Le chevalier en rigole. C'est vrai qu'il marque un point. Mais s'il devait mettre en avant une raison, c'est qu'il a l'air désespéré au point de passer comme un parfait abruti. Mais à vrai dire, il a le sentiment que Sir William avait anticipé quelque chose comme ça. Celui-ci lui avait ordonné de rester ici, prêt à intervenir. Il avait même prévu que quelqu'un chercherait probablement à le contacter. Notre héros n'en avait pas les mots. Alors comme ça, ce chevalier avait déjà deviné que tout allait se passer ainsi. Mais pourquoi a-t-il laissé la princesse derrière lui, le tout en retournant au château du roi démon? N'aurait-il pas dû rester à ses côtés? Le chevalier l'extirpa de ses pensées. Il est l'heure pour eux d'y aller. Sait-il comment monter à cheval? Ballier fils lui dit de vive voix que non. Qu'il ne s'inquiète pas, son cheval est du genre à être solide. Qu'ils le suivent, ils partiront sans plus tarder une fois qu'il ait préparé son cheval. Le chevalier s'excuse de ne pas s'être présenté. Il s'appelle Dyrus. Cette petite scène s'était déroulée sous les yeux du chevalier Lance. À cheval avec Dyrus, notre jeune héros voyait les démons capturés par les forces impériales. Que faisaient-ils tous donc ici? Le jeune Ballier interpella Sir Dyrus et lui demanda pourquoi il y avait tant de démons au bord de la route. Ce dernier lui répond qu'il s'agit là d'un champ de bataille. Il s'agit là de toutes les forces restantes et de ceux qui n'appartiennent à aucun corps armé. Ils sont un corps en train d'en chercher d'autres au cœur du château. Ces démons seront probablement escortés au quartier général et exécutés peu après. Qu'ils ne prêtent pas attention à eux. Et dire que notre héros aurait pu connaître la même fin. Il venait d'arriver au point de contrôle. Le chevalier, accompagné de notre héros, se présenta aux troupes encore en place. Il est le lieutenant en second de la 11e compagnie du 3e régiment de la 4e cavalerie du 1er corps impérial. Bordel, c'est long! Le chevalier Dyrus. Les soldats lui demandèrent la raison de sa venue. Il leur expliqua que ce jeune garçon, notre héros, avait un message urgent à transmettre à Sir William Francis. Le chevalier en était choqué, mais Dyrus continua. Il semblerait que ce soit confidentiel, il doit le lui délivrer en personne. Le chevalier leur confia d'un ton grave que le dernier corps revenu du château venait de confirmer le décès de Sir William Francis, tombé face aux forces démoniaques restantes alors en pleine reconnaissance. Leur plan! Que devait-il faire? Le soldat enragé lui aussi de la mort de Sir William. Compte tenu de la situation, il demande s'il y a quelque chose qu'il devrait savoir à propos du message. Mais Dyrus lui répond que celui-ci devrait être relayé personnellement à Sir William. Eh bien dans ce cas, ils n'ont qu'à retourner au campement principal, cet endroit n'est pas fait pour eux. Notre héros était désemparé. Il avait un clair sentiment que cette situation se déroulait excessivement bien. Cela dit, il ne pouvait croire que Sir William avait été abattu par les
les forces démoniaques restantes. Vertus souhaite voir sa sœur Charlotte morte. Il cachera ainsi le fait qu'elle a été rescapée du château du roi démon. C'est exactement comme elle l'avait prédit. Et cela ira jusqu'à tuer quiconque l'a vue vivante. Sir William a ainsi été leurré à l'intérieur du château pour y être assassiné. En repensant à la gentillesse de la princesse, Ballier ne pouvait abandonner maintenant. Dyrus l'interrompit dans sa réflexion. Ne serait-il pas l'heure pour lui de lui dire la vérité? Qu'il soit honnête et qu'il lui dise pourquoi Sir William était en danger et en quelle mesure la princesse est impliquée. Ballier Junior ne savait pas s'il pouvait réellement lui faire confiance. Charlotte lui a dit que la quasi-totalité des forces de l'Empire sont du côté de Vertus. Reste à savoir si son influence s'étend sur tous les officiers, même ceux en bas de l'échelle. Mais à vrai dire, il n'y a personne sur qui il peut compter pour le moment. Il prit ainsi le risque de raconter l'entièreté de l'histoire au chevalier Dyrus. Celui-ci avait accusé le coup. Alors comme ça, il soupçonne les chevaliers impériaux de s'être débarrassés de Sir William. Qui plus est, il est en train de lui dire qu'il essaie de sauver la princesse. Notre héros acquiesça de la tête. Dyrus lui dit que si c'est bien le cas, lui aussi viendra en aide à son Altesse. Notre protagoniste était surpris de sa réponse, mais le chevalier lui répond qu'il appartient à la compagnie de Sir William. Il suivra sa volonté. Dans ce cas, il apprécierait son aide. Au fond, il ne sait pas s'il peut entièrement avoir confiance en lui, mais ça sera mieux que rien. Dans ce cas, qu'il se dépêche. Ils n'ont guère de raison d'attendre plus longtemps. Le bruit du fracas du château du roi démon lui avait donné une formidable idée. Il interpella Dyrus. Celui-ci se devait de concéder que se rendre à la réserve des démons pour trouver quelque chose qui leur permettrait de s'enfuir était une bonne idée. Mais il semblerait que quelqu'un l'ait déjà perquisitionné. En réalité, ça n'était autre que Ballier fils lui-même. Quoi qu'il en soit, ils peuvent quand même espérer trouver quelque chose d'utile ici. Dyrus trouvait ça ridicule de la part des démons de voler leur propre réserve après que leur roi soit mort. Ces démons sont vraiment malicieux, égoïstes. Cette situation était bien ironique pour notre héros. Mais passons, ils n'ont pas de temps à perdre. En un instant, notre protagoniste trouva le parchemin de téléportation qu'il ne put utiliser plus tôt. Il pourrait prendre la fuite grâce à celui-ci. De plus, il a même trouvé un manuscrit rempli de parchemins. Dyrus était surpris de le voir trouver toutes ces choses si rapidement. Était-il au courant de leur emplacement parce qu'il était prisonnier? Une fois le livre rempli, il était l'heure pour eux de repartir. Dyrus lui demandait s'ils se souvenaient du chemin qu'ils avaient pris. En effet, mais à peine après avoir fait quelques pas en dehors de la réserve, ils furent surpris par des voix lesquelles se demandaient s'ils étaient persuadés qu'ils étaient venus ici. Dyrus, ayant pris conscience de la gravité de la situation, attrapa le bras de notre héros et le força à le suivre. Ils avaient à leur trousse 2 soldats. Ceux-ci avaient bien vu des rats entrer dans le château. Ces hommes sont ceux du duc Salérion. Cette situation est bien gênante. La maison Salérion est l'une des plus puissantes de tout l'Empire. Leur but n'est autre que d'amener Vertus au trône. Leurs forces militaires sont à des années-lumière des autres nobles et leurs chevaliers sont capables de prouesses formidables. Les hommes de main du duc étaient passablement agacés. Ils n'étaient pas prêts de les trouver compte tenu de la taille du château. Mais l'un des soldats ne partageait pas ces inquiétudes. Il les trouvera en un instant. Utilisant un mystérieux pouvoir, il arrive à les entendre respirer depuis derrière la statue. Qu'ils se rendent! Toute résistance sera inutile. Se sachant pris au piège, nos 2 héros sortirent de leur cachette. Le soldat avait pitié du maudit destin de la princesse. Elle porte la mort sur elle comme elle propage la peste. Dyrus implosa littéralement et lui hurla s'il n'avait pas de honte à menacer quelqu'un appartenant à la lignée impériale. Mais ce qu'il dit n'a aucune valeur. Après tout, il n'est personne. Au fond, il aurait préféré ne pas avoir à tuer de jeunes civils. Mais le futur de l'Empire le requiert. Dyrus dit à notre héros de rester derrière lui. Celui-ci était au comble de la rage. Et dire qu'il a tout fait pour s'échapper du château. Tout ça pour revenir et périr ici. Ça ne fait même pas un jour qu'il est mort dans la vraie vie. Il doit rencontrer d'un mort une nouvelle fois. À la vue de la statue, celle-ci émit un grognement. C'est une statue de gargouille. Il se rappelle de ces dernières dans les animés qu'il a vus. C'est en général dans ce genre de situation qu'elle commence à bouger. Celle-ci venait de surprendre les chevaliers à la solde de Vertus. La statue venait de massacrer le capitaine antagoniste. Ballier ne comprenait pas comment la statue était revenue à la vie. Après tout, il ne faisait que se rappeler d'animer de son monde. Dyrus ne prend pas son reste. C'est maintenant ou jamais. Ils prirent la fuite à grandes enjambées alors que les 2 soldats restaient coincés face à la gargouille. À cheval, Dyrus demanda
demande à notre héros pourquoi la gargouille avait soudainement bougé. Mais celui-ci lui répond qu'il n'a pas la moindre idée non plus. Mais en réalité, il le sait. Une fenêtre de statue est apparue une fois qu'il est devenu Ballier Junior. Un des rares talents qu'il possède n'est autre que contrôle de démons. Il est probable qu'étant le fils du roi démon, il a très certainement réveillé la gargouille inconsciemment à l'aide de son talent. Il ne reste plus qu'à prier que le chevalier ne le suspecte pas. Ça n'avait pas l'air d'être le cas, et à vrai dire, il est soulagé qu'ils aient pu s'en sortir vivants. Mais à peine avait-il tourné la tête que c'est une horde de chevaliers à la solde de Vertus qui est à leur trousse. Notre héros avait un plan, que Sœur Dyrus l'attache à lui. Mais que comptait-il faire? Notre héros feuilletait le livre rempli de parchemins magiques jusqu'à ce qu'il trouva enfin ce dont il pouvait se servir. Un sort de hâte. Si ça foire, ils sont foutus. La première partie de son plan était de les faire aller plus vite, ce qui semblait fonctionner. Dyrus avait laissé échapper une once de sérénité, laquelle fut rompue au sifflement d'une flèche. Sur leur cheval, ils étaient attaqués par les arbalétriers. Mais il avait encore une idée derrière la tête. Mais le chevalier Dyrus lui confie quelque chose d'encore plus grave. Il lui dit que ces derniers ont été entraînés pour résister à la magie. Ce qu'il fait n'a donc aucune utilité. Ça, Ballier le sait très bien. Il ne supportait pas l'idée que des chevaliers pourraient mourir d'un médiocre sort quand il écrivait son roman. Il a ainsi ajouté cette notion de résistance magique. C'est même quelque chose que l'on apprend à l'académie. Mais son sort, il ne le dirigeait pas contre les chevaliers. C'est un sort d'illusion qu'il vient de lancer. Peut-être que les chevaliers résistent à la magie, mais ce n'est pas le cas de leurs chevaux. Ça faisait un pourchassant de moins. Désormais un sort de charme. Il n'en restait plus que deux. Mais notre héros était à court de parchemins de contrôle d'esprit. Et pour ne rien arranger à la chose, leur cheval était épuisé. Les troupes de Salérion allaient les rattraper d'un instant à l'autre. Les fourrés dans lesquels ils s'étaient réfugiés avaient déjà d'autres visiteurs. Des prisonniers démons. Ils ont dû être capturés à la chute du château. Cette sensation qui traversa son corps, c'est la même qu'il avait ressentie avant que la gargouille ne bouge. L'orque captif s'est pris d'une rage folle et se rua vers eux. Dyrus se savait condamné, mais l'orque avait d'autres intentions. Du côté des troupes de Salérion, on ne pouvait concevoir qu'ils allaient laisser libres des démons. Mais en un éclair, l'un des deux chevaliers restants venait de se faire massacrer par l'orque. C'est maintenant ou jamais. La joie de Ballier contrastait avec la médisance de Dyrus. À vrai dire, c'est étrange. À chaque fois qu'ils sont en danger, ce sont des démons qui les aident. Est-ce là une coïncidence? Mais qu'importe, là n'est pas le moment de poser des questions. Ils doivent sauver la princesse. De retour à la tombée de la nuit, ils étaient face au baraquement de Charlotte. Qu'ils s'identifient. Il est le lieutenant second Dyrus et il a un rapport d'urgence à faire à son Altesse. Qu'il déclare son unité. Pourquoi un simple lieutenant second aurait quoi que ce soit à rapporter à la princesse? Croyait-il qu'il serait assez stupide pour le faire rentrer avec ce gamin? Il laissera passer cette offense, mais qu'il aille se faire foutre sur le champ. Dyrus en avait réellement assez. Il était l'heure du plan B. Son assaut n'avait pas été assez discret, il avait attiré l'attention d'autres soldats. Il se chargera d'eux. Que notre héros sauve la princesse. Une fois à l'intérieur, il est surpris par la présence de deux hommes de foi, lesquels avaient spécifiquement demandé à ce que personne ne rentre. La princesse était soulagée de le voir, mais qu'elle ferme les yeux. Flash! Une fois les deux hommes éblouis, il invite la princesse à prendre sa main. Téléportation vers Gradium, la capitale de l'Empire. Le sort avait fonctionné à la perfection. Le prologue officiellement terminé, le futur a été grandement changé. 1000 points de succès sont accordés au héros. Gradium, capitale de l'Empire. C'est ici que l'histoire de son roman Le Roi Démon est mort tient place. Lorsque Charlotte et lui ont réussi à se téléporter à Gradium, notre héros était persuadé qu'il se sentirait bien plus à l'aise. Après tout, c'est un lieu qu'il connaît bien. Mais il n'avait jamais décrit cet endroit d'une manière si détaillée. Qu'importe, l'heure n'est pas à penser à ces choses. La princesse était complètement perdue. N'était-il pas sur le champ de bataille il y a un instant? Ballier s'excuse de l'avoir amené à la capitale sans rien lui expliquer. Il s'était dirigé vers le château du Roi Démon pour trouver Sir William, lequel était mort. Dans ce cas, l'avait-il amené avec lui de son propre chef? Il lui confie qu'il n'était pas seul. Il a été aidé. Sir Dyrus venait lui aussi de se téléporter à la capitale. Il avait échappé d'un cheveu aux autres soldats. Ça s'est joué à rien. À vrai dire, il avait concocté ce plan B si les gardes les avaient pris en flagrant délit quant à leur infiltration dans la tente de son Altesse. Celui-ci impliquait que Sir Dyrus s'occupe de distraire les chevaliers pendant que notre protagoniste s'échappe avec Charlotte. Le chevalier aux cheveux rouges
n'auraient qu'à user d'un deuxième sort de téléportation pour les retrouver. Et ils avaient joué d'une chance formidable de trouver plus d'un sort de téléportation. La princesse était curieuse quant à l'identité du chevalier. Celui-ci se présente solennellement, qu'elle l'autorise à lui expliquer ce qu'il s'est passé. Si l'histoire a une fin heureuse, il n'empêche qu'une gargouille les a aidés dans le château avant qu'un orque leur permette de fuir. Sans parler des parchemins lesquels il a trouvés. Par chance, il n'y a pas plus suspicieux que lui. Et sans doute la princesse s'en rendra compte. De toute manière, pourquoi devrait-elle croire tout ce qu'il lui dit? Elle est née dans un milieu où tout tourne autour de la politique. Il a fait ce qu'il avait à faire. S'il reste un instant de plus avec elle, sa couverture tombera éventuellement. Et il s'agit là de sa dernière chance pour fuir. Tout cela est bien dépressif. Il a risqué sa vie à plusieurs reprises pour sauver la princesse et il n'a pas reçu la moindre récompense. Tout ça parce qu'il est un démon. Pardon, le roi démon. Il n'a pas le moindre rond pour s'acheter à manger. Personne ne lui donnera quoi que ce soit de toute manière. Pourquoi n'a-t-il pas ajouté en prémisse que les démons peuvent se nourrir de mana? À cette pensée, une fenêtre s'ouvrit. La fonctionnalité d'ajout d'éléments venait d'être activée. Et il faut 100 000 points de succès pour ajouter à l'histoire la capacité susdite. C'est la première fois qu'il prête attention à ces points de succès. Le menu n'hésitait pas à se moquer du fait qu'il ait besoin d'ajouter du contexte dans la bouillie de mots que n'est autre que son roman. Cela dit, le menu confirma ses doutes. Il est bel et bien en mesure de changer le cours de l'histoire. Il obtiendra ainsi des points de succès en récompense des quêtes qu'il peut accomplir, lesquelles lui seront proposées au fur et à mesure de sa survie. Les premières étaient ridicules. Tarter l'empereur, 10 000 points. Finir en tôle, 1200. S'échapper de la tôle, 2000. Pickpocketer un chevalier, 100 points. Et enfin, supplier et réussir à obtenir une maison de 99 mètres carrés, 1000 points. Qu'est-ce que c'est que ces quêtes de merde? Mais passons. Ayant terminé le prologue, il peut désormais user de diverses fonctions, dont la révision. Celle-ci lui permet de modifier l'univers ou de se donner des talents, voire d'empêcher un événement connu d'arriver. La prévisualisation, qui permet de visionner le résultat d'une de ses actions ou l'impact d'une possible révision. Mais changer un événement clé ou un personnage principal ne peut être forcément possible, ou sinon coûtera un nombre de points important. De plus, il n'est pas autorisé à déterminer le résultat du scénario et la moindre tentative de sa part entraînera des points de pénalité. De plus, aucun élément préexistant ou ajouté ne peut être enlevé. Balier n'en pouvait plus. Pourquoi tout devait être si long à lire? Il n'a pas que ça à foutre, quand bien même il a peu de choix qui s'offrent à lui. Les quêtes sont affreusement difficiles. Mais au moins, il peut tricher pour survivre. Même s'il n'a que très peu de points, il compte bien regarder ce qu'il est en mesure de réaliser. Pour seulement 150 points, il pouvait avoir le conseil de l'écrivain, lequel lui offrait deux choix. Un conseil solide ou un plus ambigu. Vu qu'il a des points dépensés, il n'a qu'à regarder les deux. L'ambigu lui pose une question rhétorique. Pourquoi tant de personnes étaient prisonnières du château du roi démon? Quelle perte de points! Le conseil de qualité l'invite à se rendre à un magasin d'objets magiques. Voilà, là on parle de conseil de qualité. Lorsqu'il a lu ce dernier, il était persuadé qu'il était sous-entendu pour lui de vendre les parchemins pour survivre. Mais la réalité était bien loin de ça. À la place des marchands dans le district d'Aligar, l'on s'exclamait auprès de notre héros. Était-il un abruti ou essayait-il de l'arnaquer? C'est une première. Personne n'avait jamais essayé de lui refourguer ce genre de merde. Pourquoi ne se lancerait-il pas dans l'art au lieu de s'inventer une vie? Il n'arrivait pas à comprendre. N'était-il pas censé vendre les parchemins? Essayant une nouvelle fois, il obtint encore une réponse différente. Pourquoi il n'essaierait pas de tracer d'autres parchemins? À la vue de ce dernier, lequel avait une flamme inscrite dessus, il devinait qu'il s'agissait d'une sorte de boule de feu. L'homme insiste, il dessine plutôt bien. Pourquoi ne pas faire moitié-moitié sur les bénéfices? Notre héros avait compris ce que l'homme sous-entendait. Il lui donnera 5 pièces d'argent s'il peut finir pour demain. Il était persuadé qu'il avait dessiné tous ses parchemins à la main. Eh bien, il essaiera. Qu'il aille se faire mettre pour ces 5 pièces d'argent. Il pourrait les vendre à quelqu'un d'autre. De toute manière, il ne sait pas comment faire des contrefaçons de parchemins. Et puis, si quelqu'un essaye de s'en servir en cas d'urgence, non, il pourrait pas faire quelque chose qui pourrait lui porter préjudice. Mais comment cela se fasse que personne ne reconnaisse les parchemins du roi démon? Sont-ils excessivement rares? Eh bien, il essaiera un dernier magasin. Si c'est encore un échec, il vendra celui de boule de feu. Et ça sera tout pour aujourd'hui. De toute façon, il ne s'attend plus à rien. À l'intérieur de la boutique, il était surpris de ne pas voir le moindre vendeur. Cet endroit est un beau bordel. Avait-il fait faillite? Une jolie jeune fille s'était faufilée dans son dos. Elle lui demandait d'un air joyeux s'il était un client. Elle continua en lui demandant s'il était à la recherche d'un parchemin ou d'une potion. Celui-ci lui rétorque qu'il est là pour vendre des parchemins. Ça avait piqué la curiosité de la vendeuse. Celle-ci lui dit que ce n'est pas une blague très marrante. Elle n'achète pas de parchemin, mais elle ne peut pas lui laisser porter des choses aussi dangereuses sur lui. Ça sera 2 pièces d'or. Mais à la vue du premier parchemin, elle lui demanda de s'expliquer
expliquer en toute honnêteté. Expliquer quoi? Où a-t-il obtenu ces parchemins? Il n'y a pas de doute, c'est une magie utilisée par les démons. Maintenant qu'ils lui disent, où a-t-il mis la main sur ces choses? La magie fait partie intégrante de cet univers, mais il n'a jamais élaboré quant à son fonctionnement. De sorte, il ne peut savoir ce qu'est magie humaine ou magie démoniaque. C'est pour cela que les marchands ont rejeté ces parchemins. Soit ils n'étaient pas mages eux-mêmes, soit ils étaient persuadés que ces parchemins étaient faux. Mais cette femme les a reconnus au premier coup d'œil. Elle insista fermement pour qu'ils lui disent la vérité. Où a-t-il obtenu ces parchemins? Il se savait au pied du mur. Elle ne le laissera pas partir comme ça. Balier essaya d'appeler le système pour qu'il fasse en sorte que cette femme oublie à propos des parchemins. Mais il a besoin de 3000 points de succès pour y arriver. S'énervant tout seul avec le système, la femme le prenait pour un parfait abruti. Puisqu'il n'a pas le choix, la vérité n'est autre qu'il les a trouvés dans le château du roi démon. La femme lui demande quel genre d'excuse pathétique est cela, qu'il lui dise la vérité sans tarder. Mais il peut expliquer. S'attendait-il à ce qu'elle croie quelque chose d'aussi ahurissant? Après avoir sauvé la princesse, elle l'aurait dédommagé financièrement. Mais il insiste qu'il raconte la vérité. Les hommes du duc Salérion ont essayé de se débarrasser d'eux pendant leur fuite. Et les forces du prince Vertus sont probablement toujours à sa poursuite. La gérante était dubitative, mais ça a l'air plausible pour une histoire fabriquée de toutes pièces. Elle demanda d'un air triste si le roi démon était réellement mort. Elle se retourna vers Balier, lequel était hésitant. Autant lui que la princesse ont dû souffrir les pires sévices. Il a fait du bon travail. Ça a dû être si dur. Il la remercie de sa tendresse, mais au fond il n'attend qu'une chose, qu'elle se casse. Primo, il a la dalle. Deuxio, elle est extrêmement gênante. Il lui dit que de toute manière, il ne se rappelle de rien. Elle lui confie qu'il y a des chances que ce soit la cause d'une malédiction qu'on lui ait jetée là-bas. De sorte, elle va lever cette dernière. Et il commençait à réaliser les implications de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Si elle fait ça, son sort de transformation va. Qu'elle attende une seconde. Mais son sort était lancé. Et une fois la poussière retombée, elle n'en avait pas les mots. Elle faisait face au fils du roi démon. C'est ce qu'on appelle se faire royalement baiser. Et il peut tout expliquer. La jeune femme mit un genou à terre en acclamant son altesse infernale. Notre protagoniste était confus. Lançant un sort, la jeune femme changea son apparence. Elle n'est autre qu'un vampire. Mais comment se fait-il qu'il ne se rappelle pas de qui elle est? Mais ça n'est pas le plus important. Ils doivent se mettre en sûreté. Qu'ils aillent dans sa chambre, ils pourront parler sans inquiétude. Au fond, il n'avait aucune idée de ce qui était en train de se passer. Une fois à l'intérieur, elle lui offrit à manger. Elle lui demande de l'excuser, mais lui répète encore la même question. Est-il réellement amnésique? Exactement. Il se rappelle seulement être le prince du royaume démoniaque. Ni plus ni moins. Quoi qu'il en soit, il a joué d'une chance incroyable de tomber sur elle. Ses parchemins auraient pu l'exposer à de grands dangers. Sa mémoire perdue, elle se présente ainsi. Elle s'appelle Eléris. Elle est membre de l'équipe d'infiltration de Gradium. De plus, elle est là pour le servir. Notre héros n'a aucun souvenir d'avoir écrit quelque chose comme ça dans le roman. Mais passons. Pourquoi vit-elle dans une maison en plein bain de soleil fréquentée par des humains alors qu'elle est un vampire? C'est qu'elle n'avait pas le choix. Vivre dans une maison avec un magasin au rez-de-chaussée était le seul moyen de payer le loyer. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il doit savoir. Deux autres démons vivent dans la capitale. Il s'en rappelle. Elle a dû faire partie de l'équipe d'infiltration. Ces deux acolytes ne sont autres que Sarkegar, un démon lequel a le pouvoir de changer d'apparence et qui utilise le faux nom du comte Argon Pontius. L'autre est une lycanthrope appelée la Molosse d'Irine. Elle a une base secrète au niveau de la rivière d'Irine du côté de la zone de la porte de bronze. Sarkegar n'est autre que celui qui a kidnappé la princesse. Sa capacité de transformation lui a permis de s'infiltrer à la perfection dans la société humaine. Et qu'en est-il du Molosse? Elle est le leader de l'un des gangs notoires les plus puissants de la capitale. Ses capacités de combat au corps à corps lui ont permis de recruter pléthore de membres pour son gang. Ce dernier est si puissant qu'il est capable de payer toutes les dépenses de l'équipe d'infiltration. Et qu'en est-il de leur principale source de revenus? Hey, ils vendent des chewing-gums. Oui, donc en somme, c'est juste un gang de mendiants. Elle ne prêta guère attention à ses remarques et était affligée de voir qu'il ne se rappelle de rien. Mais au moins, elle est heureuse de le voir qu'il est sauf. Ils pourront reconstruire le royaume démoniaque. Non, ce ne sont pas les intentions de notre héros. Que ferait-il après avoir reconstruit le royaume? Combattre de nouveau les humains? C'est la seule expérience de la guerre qu'il ait vécue. C'était suffisamment horrible pour qu'il ne souhaite pas revivre ça. Qui plus est, former un groupe de démons pourrait les envoyer 6 pieds sous terre. La vampire lui dit qu'il ne peut penser ainsi. Il est le prince du royaume. Son devoir est de le reconstruire. Mais il lui confie tristement que le royaume démoniaque appartient au passé. Elle s'excuse de son insolence. Peut-être devrait-il se reposer. Il doit être bien fatigué. Il essaya de l'interpeller alors qu'elle partait, mais celle-ci ne se retourna pas. Ça n'est peut-être que lui, mais il a l'impression qu'elle avait l'air soulagée, heureuse quant à ses mots. La nuit tombée, il se reposait. Elle attendait patiemment au clair de lune.
Alors comme ça, elle est un vampire. Les rumeurs sont bien vraies. Elle est magnifique. Il interpella Elleris, laquelle répondit joyeusement à son Altesse, mais qu'il arrête de l'appeler par ce titre. Il souhaiterait savoir quel genre de personne il était. Celle-ci était gênée par sa question. Il était une vraie source d'inspiration pour tous les démons. Rien que ça. À en juger de sa réaction, il se doute qu'il devait être une belle enflure. S'étant retourné, Ballier demande à la vampire si c'était son lit. C'est en effet le sien. Dans ce cas, où compte-t-elle dormir? Elle? C'est évident. Son cœur battait la chamade. Il n'en pouvait plus. Mais comment les choses avaient tourné ainsi? Elle ne lui avait rien dit à propos de partager un lit. Et pourquoi est-elle si proche de lui? Tout ce qu'il s'est passé après qu'il soit devenu Ballier Junior a été des plus infects. Mais ça change tout! Il adore être Ballier! Le lendemain matin, Elleris et lui étaient partis à leur rencontre du reste de l'équipe d'infiltration. C'était tôt le matin, mais les rues célébraient déjà le retour de la princesse, le sacrifice du soldat, mais surtout la mort du roi démon. Nos héros ont ainsi traversé la foule, puis pris le train en direction du district d'Aligar. À partir d'ici, ils ont pu se rendre en direction des berges de la rivière Irine. Le train de mana était quelque chose qu'il avait ajouté au roman pour simplifier les déplacements. Pour sûr, c'était bien pratique. Il venait d'arriver. Mais cet endroit n'est ni plus ni moins qu'un repère de mendiants. La vampire lui confie qu'il fallait s'y attendre. Ils sont là pour rencontrer leur leader. Pour cela, ils doivent traverser les égouts. Elle sentait une odeur familière. Marchant péniblement dans le putride corridor, une voix résonnait. Elle salua Elleris au grand cri de peur de notre protagoniste. Voici Loyar, la lycanthrope de l'équipe d'infiltration de Gradium. Celle-ci salua dûment son Altesse infernale. Il la salua poliment. Loyar demanda si Sarkegar était arrivé, mais il doit être occupé par ses devoirs de noble. Elleris continue en lui disant que son Altesse a perdu la mémoire et ne se rappelle que de son nom et de son titre. La lycanthrope lui demanda si c'était vrai. Précisément, c'est un soulagement pour elle. Notre héros lui demanda pourquoi. Enfin, il ne lui demandera plus de se rouler au sol et de faire le chien. Il commençait doucement à comprendre quel genre de personne Ballier Junior était. Elleris rigolait de la situation. Pourtant, elle appréciait bien ça. Loyar s'en défend, mais notre héros l'interrompt. Il insiste en lui disant qu'en effet, il ne se rappelle de rien. Mais il s'en excuse tout de même. Ils ne peuvent revenir en arrière, donc ils essaient de bien s'entendre à partir de maintenant. Celle-ci l'attrapa d'une manière des plus... Ce n'est pas comme ça qu'il est chié au temps de la papate. Gênée, elle lui hurla que non. Elleris se moquait bien d'elle. Alors comme ça, elle ne peut pas cacher ses instincts. Tout aussi gêné par le triste spectacle, Ballier lui dit qu'il fera en sorte de ne plus refaire la même chose. Mais des cris résonnaient du fond des égouts. Un homme appelait son Altesse au loin. Il se jeta sur notre héros comme la misère sur le pauvre monde. Il ne pouvait arrêter ses larmes, retrouvant à peine son prince, lequel ne pouvait plus respirer de son étreinte. Il se rappelait des paroles d'Elleris. Celle-ci l'avait mis en garde à propos de Sarkegar, lequel n'hésiterait pas à sacrifier sa vie si cela pouvait aider à reconstruire le royaume. Loyar s'en prit sévèrement à celui-ci, mais il était inconsolable. Une fois les retrouvailles faites, le dernier arrivé insistait auprès de Ballier qu'il devait œuvrer en la reconstruction du royaume. Embellissant ses phrases telles Voltaire, Loyar lui dit qu'à ce rythme, elle va faire de la charpie de Voltaire. Ayant pris note de l'envie générale de reconstruire le royaume, notre héros leur confia qu'il n'est qu'un gamin inutile. Sarkegar lui coupe la parole. Il est un arc-démon des plus purs devant lesquels n'importe qui se mettrait à genoux. Oui, bon, ça va aller, hein. Pourquoi en font-ils tous des caisses à propos d'un arc-démon? Tous trois en gobaient les mouches. Si Sarkegar s'élança dans une tirade, Elleris l'interrompit. Le royaume dans lequel il vivait était une terre sombre, dure et impitoyable, baignant perpétuellement dans le sang. Les humains, eux, ont commencé à gagner du pouvoir et ont prospéré en formant une alliance bien avant les démons. De leur côté, ils ont combattu jusqu'à quasi-extinction, simplement parce qu'ils appartenaient à différentes espèces. Il fallait attendre l'intervention d'un seul démon qui a contrôlé les esprits de tous pour qu'ils arrêtent de combattre. Ils purent enfin former une nation unie. C'est avec grande révérence que les démons commençaient à le nommer Arc-Démon, laquelle devint une nouvelle espèce, celle des rois démons. Notre héros comprenait l'importance du titre, mais que devrait-il faire maintenant? Ont-ils un plan? Pour l'heure, ils doivent devenir plus forts. Son Altesse doit retourner au royaume pour rassembler les démons ensemble, mais il s'y refuse. Cette idée est bien trop risquée pour l'instant. Ils sont dans la capitale de l'ennemi. Il vaudrait mieux qu'ils restent ici et apprennent leur culture et habitudes pour en déduire leurs faiblesses. Sarkegar ne pouvait rêver d'entendre des mots plus sages. S'il répugnait la lycanthrope, celle-ci était d'accord avec lui. Au fond, c'était simplement parce que Ballier préfère le confort humain. Sarkegar a un plan. Pourquoi n'intégrerait-il pas l'Académie de magie de l'Empire? Le temple? Ça respirait le plan foireux. Mais tout le monde semblait plutôt d'accord. Le temple entraîne des guerriers et des jeunes individus bourrés de
talents. Là-bas, il pourra devenir plus fort et planter les graines de la revanche. L'air inquiet, il se retourna vers Eleris. Il doit mettre un terme à cette idée avant que tout cela ne devienne trop sérieux. Mais celle-ci aussi était conquise par l'idée aux grandes dames de Balier. Mettant un terme à la joyeuse atmosphère, il leur demande d'une voix tremblante s'ils ne trouvent pas ça un peu risqué. Sa couverture pourrait être dévoilée et qui sait ce qui arriverait après ça? Il n'a pas de raison de s'inquiéter. Cet anneau lui a été légué de génération en génération dans sa famille. Celui-ci l'aidera à se transformer comme il le désire. La gloire de l'Empire démoniaque rejaillira grâce aux prouesses de son Altesse. Sa petite vie tranquille s'éloignait doucement. Il avait considéré utiliser l'une des fausses identités d'Eleris ou de Sarkegar, mais ultimement ils ont dû abandonner ce plan. Simplement du fait que le sauveur de la princesse Charlotte doit actuellement être recherché. Loyar avait interpellé Dibun. Celui-ci salua sa chef. Elle le présenta à notre héros, Reinhardt. Un nouveau nom? Et effectivement, user du nom de sa majesté pourrait dévoiler son identité. Personne ne savait réellement laquelle prendre. La tâche de trouver un nom retomba sur notre héros. Que pensait-il de Reinhardt? De plus, il pourrait utiliser l'anneau pour avoir un nouveau visage. Le plan était le suivant. Il serait enrôlé au temple en usant du support de Loyar. Elle demande ainsi à son homme de confiance de forger une nouvelle carte d'identité. Pour être sûr que le plan se déroule sans accroc, qu'il fasse en sorte de rendre la chose crédible. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais comment comptait-il payer les frais de scolarité? Comment ça, les frais de scolarité? Bah oui, ils peuvent pas les payer eux-mêmes avec ce qu'ils gagnent. L'espace d'un instant, il avait oublié qu'il s'adressait à des SDF. Le temple est l'académie la plus reconnue de tout le continent. C'est le lieu où les jeunes nobles des familles les plus influentes viennent étudier et réseauter. Une année d'études coûte la bagatelle de 75 000 €. Loyar demande à Dibun s'il n'y avait vraiment aucune chance qu'ils puissent payer avec leurs revenus. C'est envisageable s'ils réduisent leurs dépenses pour les clubs. Des clubs? Leurs affaires sont vraiment louches. Notre héros se disait qu'il ferait mieux de mettre un voile sur ce qu'ils font. Loyar lui dit d'un air sérieux qu'elle lui a déjà expliqué que s'ils font ça, c'en est fini de leurs affaires. Notre héros, désormais nommé Reinhardt, les interrompit. Il a bien une solution pour le premier semestre. Une bourse. Loyar lui demande comment il compte en obtenir une. C'est simple. Il se trouve que l'Empire recherche des guerriers pour succéder à ceux qui sont morts durant la guerre. S'il arrive à leur montrer son génie, il y a des chances qu'il ne le fasse pas payer. Il sait très bien que le temple ne chargera pas à quelqu'un d'exceptionnel. Il est peut-être un roi démon de faible niveau, mais il reste un arc-démon. C'est évident qu'il prouvera son génie une fois qu'il commencera à étudier là-bas. Loyar appréciait sa confiance. Et dans le pire des cas, il pourra toujours utiliser des points de succès pour débloquer un talent. Mais ils n'ont pas assez pour payer ne serait-ce qu'un semestre. De plus, il y a de moins en moins de personnes qui viennent pour leurs affaires. Leurs revenus sont en train de s'effondrer. Peut-être ont-ils simplement besoin d'une nouvelle idée. Que suggère-t-il? Si les clients ne viennent pas, ils n'ont qu'à aller vers eux. Il connaît un endroit avec beaucoup de piétons. Et un moyen de fuite infaillible si quelque chose se passe mal. Ils peuvent vendre des jouets dans le train. Ces derniers n'ont même pas besoin d'être de bonne qualité puisque les parents seront forcés de les acheter pour éviter que leurs enfants crient dans le susdit train. Loyar et Dibun contrastaient véritablement. Là où celle-ci était prête à insulter de tous les noms le jeune maître pour son machiavélisme, Dibun trouvait l'idée excellente. Celui-ci félicita même son patron, laquelle a un œil pour repérer les talents. Ce gosse est le futur de leur gang. Il lui fait la promesse qu'il arrivera à le faire enrôler au temple. Mais notre héros condamnait du regard celle qui s'apprêtait à l'insulter pour son idée. Il ne peut laisser passer ça. Elle a besoin d'une bonne leçon. Dans ce cas, que chacun fasse de son mieux. Celle-ci lui avait tendu la papate dans un silence de cathédrale. Dibun demande surpris à sa chef si c'était là la salutation d'un chiot. Elle était tombée en plein dans le piège du jeune roi démon. Au cœur de la zone de la porte de bronze, ils buvaient tous joyeusement. La bosse a passé sa journée à le complimenter. Qu'ils lèvent leur verre pour le nouveau membre de leur famille, Reinhardt. Ils exultaient tous avant de se taper une violente gueule de bois. Autant Dibun que Reinhardt n'étaient plus très frais. L'alcool ayant fait son effet, notre héros demande à l'homme de main de Loyar ce qui était le club dont il parlait. Celui-ci, complètement torché, lui répondit que le club était formidable. Mais il y a quelque chose qu'on lui cache. Loyar a réussi à former l'un des plus puissants gangs de la capitale. Et ils gagnent leur pain en mendiant. Jamais cela n'arrivera à subvenir aux besoins de l'équipe d'infiltration. Que ça soit tourner un magasin d'objets magiques ou le rythme de vie d'un noble, le tout en payant les dépenses du gang. Loyar lui cache quelque chose.
Notre héros essaye de recentrer la conversation sur ce qu'on ne lui dit pas. Mais la chef arrive comme une furie. Venait-il réellement de donner de l'alcool à un enfant? Celle-ci interpelle notre héros sévèrement. Elle va l'emmener faire un petit interrogatoire. Celui-ci hurlait à l'aide à Diboun, lequel daigna interrompre la chef. Elle relâcha le prince sur le sol. Que se serait-il passé s'il avait trop bu et qu'il avait laissé glisser quelque chose par mégarde? S'il refait ça, Loyard, il avait quelque chose à lui demander. Mendier ne pourrait jamais payer assez pour les frais de scolarité au temple, autant que pour les dépenses liées à l'équipe d'infiltration, sans parler du gang. D'où vient réellement son argent? Elle lui confie qu'elle n'avait pas pour intention de garder le secret. Elle pensait simplement qu'il n'avait pas besoin de tout savoir. Si c'est le cas, est-ce que ça implique de blesser des gens? Celle-ci s'effondre en larmes. Cela peut arriver parfois, mais ce n'est pas ce qu'ils font. À vrai dire, la mendicité n'est qu'une couverture. En réalité, le club déguise ses membres comme mendiants et aide à vendre des informations à la guilde des voleurs de Gradium. Elle lui racontera tout si c'est ce que son Altesse désire. Mais elle pense qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il n'en ait pas tous les détails. Par pitié qu'il oublie à propos de l'existence du club une fois à l'intérieur du temple. Il était persuadé de la sincérité de Loyard. Celle-ci souhaitait qu'il ne soit pas impliqué dans les affaires du club s'il était en mesure d'obtenir une bourse grâce à son talent. De sorte, notre héros lui confie qu'il ne cherchera pas à en savoir plus. Le jour suivant, il s'est rendu à l'administration de Gradium avec Diboun. Faire une carte d'identité était bien plus simple qu'il ne se l'imaginait. Après tout, il les soudoie bien pour ça, non? Une fois sorti, il faisait face au bureau des admissions du temple. Une fois à l'intérieur, Diboun se demandait si tous ces gens étaient des nobles cherchant à faire enrôler leurs enfants. Mais Reinhardt lui explique qu'il s'agit là en réalité de tous les gens qui sont testés pour savoir s'ils peuvent étudier gratuitement. Et c'est bien ce qu'il compte faire. C'était au tour du numéro 86. Les deux hommes se présentèrent face à la secrétaire. Celle-ci les recala poliment. N'ont-ils pas vu? Il s'agit du bureau d'admission. Diboun commença à bégayer, mais Reinhardt prit la parole à sa place. Il souhaiterait payer ses frais de scolarité et rejoindre le temple. Elle poussa un soupir d'ironie. Ils ont souvent des gens comme eux qui essayent d'étudier au temple avec juste assez d'argent pour le premier semestre. Il lui demande si cela impliquait qu'il ne pouvait rejoindre l'académie. Celle-ci, d'un air hautain, lui répondit que c'est bien le cas. Et ce, parce qu'ils ont eu bien trop d'étudiants empruntant de l'argent pour payer les frais de scolarité à leurs camarades. Pour éviter que des choses comme ça se reproduisent, ils n'autorisent plus les étudiants à les rejoindre s'ils n'ont assez d'argent que pour le premier semestre. Eh bien, puisque c'est comme ça qu'ils s'en aillent, Diboun avait demandé à la secrétaire s'il pouvait le tester. Peut-être est-il un prodige ou a-t-il des pouvoirs surnaturels? Il demande à la secrétaire s'il avait besoin de payer pour le test. Gêné, elle lui répond que non, c'est gratuit. Dans ce cas, puisqu'ils en sont là, pourquoi ne pas le tester maintenant? Alors que la secrétaire s'apprête à vérifier les compétences de notre héros, celui-ci râlait auprès de Diboun, lequel lui dit qu'il faut tout essayer pour qu'il puisse les rejoindre. Qu'il place sa main sur le scanner. Mais que devrait-il faire si celui détecte le talent d'un démon? Mais au pire, il utilisera l'anneau pour se casser discretos. La secrétaire était perplexe. Est-ce que le scanner était cassé? Elle s'excuse auprès de nos deux protagonistes et leur dit qu'elle reviendra dans un instant avec un scanner fonctionnel. Diboun avait récupéré le sourire. Peut-être a-t-il réellement un talent? Mais notre héros lui dit de ne pas crier victoire trop vite. Si elle est partie chercher un nouveau scanner, il est probablement tranquille. Et puis, ses capacités, il les connaît mieux que quiconque. Une fois revenue, elle leur en apportait un nouveau, lequel elle a vérifié s'il marchait bien. Posant sa main sur ce dernier, celle-ci n'en avait pas les mots. C'est étrange, il semblait marcher il y a un instant. Elle demande à Reinhardt de replacer sa main sur l'orbe pendant une seconde. Celui-ci se demandait s'il avait un talent pour casser ses outils. La secrétaire n'en revenait pas. C'est tout bonnement impossible. Non, ça ne fait pas de sens. Diboun plaqué sur la vitre, lui demande ce qu'il se passe. C'est son aptitude. L'aptitude est une version inférieure au talent. Quelqu'un disposant d'une aptitude peut réellement devenir un prodige. En tout cas, il y a le potentiel de devenir supérieur à la moyenne. Mais ça n'est pas suffisant pour être admis au temple. De sorte, ils informent généralement les parents que leur enfant dispose de certaines compétences en guise de consolation. Mais selon le scanner, Reinhardt n'en croyait pas ses yeux. Le scanner semblait dire qu'il pouvait avoir une aptitude pour tous les talents de ce monde. Si l'on s'en fie au résultat, Reinhardt est en mesure de maîtriser toutes les magies divines et ténébreuses, et ce en même temps. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'Empire. Notre héros lui demande comment cela est possible, mais il fut interrompu par la violente tape amicale de Diboun qui avait deviné les prodiges du jeune garçon. C'est un vrai soulagement. Mais au fond, notre héros aurait préféré ne pas être admis. L'entretien terminé, nos deux compères avaient retrouvé Loyard, laquelle n'en revenait pas. Une aptitude infinie? Diboun était tout aussi heureux. Ils allaient enfin avoir quelqu'un de compétent dans le gang. Mais qu'il la ferme. Elle le félicita d'un pouce en l'air.
À vrai dire, il s'agit là probablement du résultat de son intégration au roman. Celui-ci peut prédire les talents qu'il achètera avec les points de succès. Cela peut aller de la maîtrise de l'arc à celle de l'épée, voire n'avoir aucun rapport avec le combat. Dibun interpella Reinhardt. Il ne semblait pas si heureux que ça. Non, au contraire, il est soulagé. Le club n'aura pas à payer pour ses frais de scolarité. Et c'est grâce à lui, il n'aurait jamais pu découvrir ses capacités s'ils étaient partis. Qu'il n'oublie pas de le remercier. À vrai dire, il aurait préféré attendre le prochain semestre avant d'être impliqué dans l'histoire principale. À ce rythme, il va finir dans la classe royale. Celle-ci est unique au temple. Elle est composée des meilleurs, de l'élite absolue des élèves de toute l'académie. Ceux-ci vivent dans un luxueux dortoir dédié à leur classe. De plus, nombre d'indemnités leur sont octroyées. Ils ont le privilège d'assister aux cours de leur choix, incluant ceux de leurs seniors. Il voulait simplement être un étudiant lambda et avoir un semestre normal, ce qui lui aurait permis d'obtenir un bon nombre de points de succès. Mais au contraire, il est lâché directement dans la meilleure classe. Et Léris était ravi d'entendre que son Altesse infernale avait été admis et placé dans la classe 1A. C'est le top du niveau de la classe royale. Mais celle-ci ne comprenait pas pourquoi son Altesse semblait aussi désespérée. Quelque chose l'ennuyait-il? L'ennuyait? Il sait pertinemment ce que le futur lui réserve. Le personnage principal va éventuellement battre tous les élèves de la classe A et leur donner une leçon. Il s'agit de Ludwig, le personnage principal de son roman Le Roi Démon est mort. Il est un étudiant transféré depuis la classe 1B. Son histoire tourne autour de l'évolution des personnages à travers des dramas et des intrigues sur fond d'amitié. En d'autres termes, la plupart des types de la classe A sont des enfoirés arrogants qui se voient meilleurs que n'importe qui. Il explique à Elleris qu'il est heureux de posséder l'aptitude infinie. Cependant, il espère surtout qu'ils n'en attendront pas trop de lui. Mais la vampire est persuadée qu'il se débrouillera parfaitement bien. Mais il s'imagine déjà ce que les antagonistes de la classe diront. Il a besoin de plus que son aptitude pour survivre dans ce milieu. Qu'il ne s'inquiète pas trop. Ses fidèles serviteurs sont là pour l'aider du mieux qu'ils peuvent. Et en plus, il pourra quitter le temple quand il voudra. Mais il y a quelque chose qui sonne faux. Pourquoi souhaite-t-elle autant l'envoyer au temple? Peut-être que Sarkegar a raison et qu'il deviendra plus fort là-bas. Mais il lui demande que se passerait-il s'il change d'avis et qu'il entame une nouvelle bataille entre les royaumes? Non, celle-ci est persuadée qu'il arrivera à apprécier les humains une fois qu'il aura passé suffisamment de temps avec eux. Elle risque de regretter ses mots. Eh bien, elle s'en inquiétera le moment venu. Cela dit, elle lui a préparé quelques vêtements. Il ne peut pas vivre en uniforme chaque jour. Également qu'il prenne ceci avec. Il se demandait à quoi sert ce collier. La vampire lui demande s'il se rappelle de son titre. Elleris des Flammes. Oui, elle lui a dit ça au magasin. C'est bien ça. Il y a bien longtemps, il y avait 7 clans de vampires. Mais c'est au bout des 7 nuits que les clans du Soleil de la Lune se sont perdus dans le temps. Ensemble, avec la magie de leur clan, les 5 autres survivèrent et se sont spécialisés dans les magies élémentaires après lesquelles ils ont été nommés. C'est ainsi que ce pouvoir a été transmis jusqu'à ce jour. Ce collier n'est autre que l'héritage de son clan. Il s'appelle le Flammamartis et n'est autre que le symbole du représentant du clan de la flamme. Il demande à la vampire si elle n'est autre que le chef du dit clan. On pourrait l'appeler comme ça, en effet. Mais pourquoi lui a-t-elle légué son précieux héritage? C'est simple. Au même titre que Sarkegar lui a légué son anneau. Ce collier lui permettra d'user de la magie du feu avec le mana dont il possède. S'étant levé, il était prêt à utiliser des sorts de feu avec son propre mana. La flamme est bien plus faible que ce à quoi il s'attendait. Il a l'impression d'essayer de démarrer un feu avec des cailloux. Mais la vampire le regardait d'un sourire protecteur. Elle priera que son maître ne devienne jamais trop bon à l'utilisation du Flammamartis. Notre héros était surpris. N'est-il pas censé le maîtriser? Celle-ci lui rétorque qu'il crée une bien plus grosse flamme lorsqu'il est utilisé pour blesser les autres. Elle espère qu'il comprend la raison de son cadeau. Si elle le lui a donné, c'est parce qu'elle s'inquiète pour lui. Mais quand bien même elle ne veut pas qu'il blesse quiconque avec. Il la remercia solennellement. Il fera un objectif de ne pas utiliser le collier jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Elle ne pouvait rêver d'une meilleure réponse. De retour à la tanière de Loyard, notre héros lui demandait ce dont il s'agissait. C'est son allocation. Il a pu être enrôlé sans payer les frais de scolarité, donc ça lui revient. De plus, Elleris et Sarkegar lui ont tous deux donné quelque chose. C'est la moindre des choses qu'elle puisse faire. Il la remercia gêné avant que celle-ci ne l'invite à aller dormir. Ces mots l'avaient particulièrement agacé. Il n'est pas un gosse. Qu'elle arrête de l'humilier, qu'elle aille se coucher elle-même. Ennuyée par la réponse du gamin, elle lui dit que puisqu'il en est ainsi, elle se retire. Récemment, il s'est rappelé de quelque chose d'important. Un problème des plus sérieux. Le roman Le Roi Démon est mort appartient au genre des tranches de vie. C'était une tentative pour lui d'écrire quelque chose de plus léger, ne pouvant plus supporter les critiques des lecteurs à propos de ses tristes fins. Mais il n'a jamais eu le talent de construire une histoire avec une fin heureuse. Plus la série avançait, moins il avait d'inspiration. Il a ainsi conclu en faisant ce qu'il savait faire de mieux. Avant de choisir l'œuvre dans laquelle il serait réincarné, il y avait quelque chose dont il ne se rappelait pas à propos de la
fin. En plein milieu de l'aventure, un portail connecté vers un autre monde s'ouvre. Toutes sortes de monstres ont commencé à ravager son univers. Le monde joyeux qu'il avait créé arriva au bord de l'annihilation totale. Putain! Mais pourquoi il était devenu écrivain? Le monde fait face à un danger d'annihilation totale et absolue. Que devrait-il faire? Que peut-il faire? Devrait-il s'enfuir? Se réfugier quelque part et attendre la fin du monde? Non! Il ne mérite pas de souffrir pour les choses idiotes qu'il a fait. Qu'il se ressaisisse. Quoi qu'il en soit, il est la raison derrière la future fin du monde. Il doit en porter la responsabilité. Son job est de se rendre au temple et de devenir plus puissant afin d'obtenir des points de succès. Ensuite, il pourra corriger l'histoire et empêcher l'apparition du portail. Ou à minima, combattre les monstres lui-même. Si ce monde est menacé, il sera celui qui le sauvera. Le matin était venu. Il était l'heure pour les élèves du temple de pénétrer en son sein. Que les élèves de la classe royale prennent la direction du hall du dortoir pour 1h de l'après-midi précisément. Il était subjugué par ce qu'il voyait. C'était la même sensation que quand il est venu pour la première fois à la capitale. Il ne s'imaginait pas que quelque chose qu'il avait pu écrire serait aussi majestueux. Un autre élève était tout aussi choqué derrière lui. L'intérieur du bâtiment est encore plus classieux. Reste à savoir s'il sera en mesure de trouver sa chambre. Errant péniblement, il avait attiré l'attention d'une fille, laquelle lui demanda s'il était nouveau. C'est bien le cas. Celle-ci se présente. Elle s'appelle Cérès Von Owen, l'élève présidente de la classe royale. Notre héros est enchanté de faire sa connaissance. Elle lui demande s'il est à la recherche de sa chambre. Si c'est le cas, il n'a qu'à lui donner sa carte d'étudiant. Il s'appelle Reinhardt, sans nom de famille. Alors comme ça, il est de la classe A. C'est la chambre A11 qui lui a été assignée. Qui plus est, s'il a entendu l'annonce, il doit être au hall à 1h précisément. Elle expliquera le reste des informations aux premières années plus tard. Donc qu'il soit à l'heure, il la remercie et prit la direction de sa chambre. Trouvé, il se souvient avoir écrit à propos de l'ouverture des portes des dortoirs. Celle-ci s'ouvre par la magie. Reste à savoir à quoi cela ressemble de l'intérieur. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'en revenait pas. C'est immensément grand. Contemplant le luxe de sa chambre, il était surpris par un paquet cadeau. Il se demandait si c'était une sorte de cadeau de bienvenue pour les nouveaux. À l'intérieur se trouve une carte du temple ainsi que les consignes et règles à respecter au dortoir, en plus de quelques snacks, d'un carnet et d'un stylo. Ça tombe à pic. Il va faire une liste des personnages dont il se souvient. Vertus, Hélène. En peu de temps, il avait rassemblé ce qui devait être l'ensemble de la classe A. Pour ce qui est de la classe B, une annonce l'avait interrompu. Il était l'heure pour les élèves de la classe royale de se réunir au hall. À vrai dire, il ne se rappelle que très peu des personnages de chaque classe. Mais au moins, il a pu les trier. Oh, ils étaient tous là. Notre héros commença à stresser. Il les reconnaissait à peine. Son regard se porta vers une terrasse. Il semblerait que ce soit là les deuxièmes années de la classe royale. Ils arboraient un regard tueur. C'était surprenant tout de même qu'autant d'eux soient venus voir les visages des premières années. Aïe! On lui avait marché dessus. Reinhardt se roulait au sol. Il fit remarquer à son inattendu agresseur de faire plus attention où il marche. Celui-ci s'en excuse et lui demande s'il est blessé. Pouvait-il se lever? Oui, bien sûr. Il reconnaissait ce visage. Il s'appelle Ludwig. Et lui, ils se saluèrent poliment. Éventuellement, une voix se fit entendre. Est-ce que tous les premières années sont là? Oh, il semblerait que la présentation débute. Reinhardt n'en revenait toujours pas. Face à lui se tenait le personnage principal du roman, Ludwig. La présidente que notre héros avait croisée tout à l'heure venait de débuter son discours d'ouverture. Que les nouveaux élèves prennent un siège au centre du hall. Notre héros était surpris de voir que la classe B avait 10 sièges là où la sienne en avait 11. Mais il est probable qu'ils en aient rajouté un à cause de sa présence. Il était dépité de savoir qu'il était le dernier de la classe A. Il savait déjà ce qui allait se passer. Tous allaient le détester. Après tout, il est ce type prétentieux à l'aptitude illimitée. Mon Dieu, si seulement il pouvait être B11 plus tôt. L'on appela en même temps l'étudiant numéro 1 à se présenter. Celui-ci n'est autre que Vertus de Gradias. Notre héros était sidéré. Venait-il réellement de se présenter? Dans l'histoire, il était censé cacher son identité. A4, Ariette de Saint-Ouen. Cailleur Vioden, A10. C'était à son tour de se présenter. Il est A11. Reinhardt. Les rumeurs, il les entendait. Vertus le regardait avec sourire. Mais lui était terriblement gêné. Ils étaient tous en train de parler de lui. C'est tellement embarrassant. C'était au tour de la classe B. Mais à peine ouvrait-il les yeux qu'il la vit. L'étudiante B1, Charlotte de Gradias. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première fois que je fais un premier épisode aussi long, mais je trouve que ça permet de faire une très bonne mise en abîme pour la série. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je remercie également tous les Patreons qui continuent de me soutenir dans mon travail. Je me permets ainsi de vous dire que si vous voulez faire comme eux, je vous mets le lien vers mon Patreon dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.